Et merci de cette invitation, merci de prendre tout ce temps pour venir réfléchir sur le Mounet, qui est un récit évidemment d'une ville qui a été orchestrée, si on veut, par une équipe. J'en ferai évidemment état ici. Alors, je vais absolument commencer et l'idée en fait de cette séance, c'est que je puisse donc vous présenter mon propos et que Jocelyne Tourneau et Jean-François Leclerc puissent donc intervenir, je dirais, de manière ordonnée pour ensuite tenter de partager ses commentaires et ses réactions avec la salle. Afin d'être au clair vis-à-vis vous et l'équipe de réalisation Ex Machina, je dois d'abord situer ma participation au Moulin Images, précisant que j'ai agi en tant que co-concepteur au scénario original du spectacle multimédia, ce que j'aime qualifier d'œuvre murale cinétique, donc œuvre de Robert Lepage, créée en hommage à la ville qui fêtait son 400e anniversaire de fondation en colonie française en 2008. Dans cette présentation, je m'en tiendrai à dégager la structure portante de ce méga-récit, qui reste l'aboutissement d'une gestation de plus de 3 ans de travail, à la manière Lepage. Je vais tenter de définir. Qu'en est-il au juste de cette façon de produire, en forme de work in progress ou création évolutive, un spectacle à la mémoire de la vieille capitale? En fait, comment une équipe de non-historiens, il faut le dire, peut-elle prétendre raconter l'histoire d'une ville porteuse de 4 siècles d'histoire? Quel matériau de base a pu servir à cette construction narrative? La matière sélectionnée est-elle crédible du point de vue de la vérité historique? En quoi des images seules, assorties de sons, sans le support de la parole ni du texte, sans discours aucun, peuvent rendre compte d'une histoire pourtant marquante pour toute la civilisation française d'Amérique? Si dans cette entreprise de création, il n'y a pas de prétention, et je peux en témoigner, on peut tout de même supposer qu'il y a présomption. En effet, au préalable de tout ceci, il y a un pari qui repose sur un préjugé favorable à l'égard de l'intuition, qui deviendra non seulement le fil conducteur de la proposition narrative, mais le fil noueur qui relie les morceaux d'un récit forcément éclaté, parce qu'avant tout imaginaire, au sens où il sollicite puissamment. En guise de remarque préliminaire, nous devons d'abord préciser, pour donner une incise à notre propos, que Québec est une ville qui a choisi de théâtraliser son passé. Cette orientation lui fait du coup jouer un rôle de composition que l'on pourrait qualifier de ville-musée en quelque sorte. D'ailleurs, cette attribution de rôle-titre en tant que ville historique, par excellence en Amérique du Nord, s'affirme de manière non équivoque dès le 19e siècle, avec précisément Lord Dufferin, référence directe bien sûr à la terrasse qui porte son nom devant le non moins théâtral Château Frontenac, alors qu'il rend public en novembre 1875 un véritable plan de mise en valeur des vestiges du passé de la ville de Québec. Il faut rappeler qu'il est le premier gouverneur général à utiliser la citadelle comme seconde résidence vice-royale à Québec. Et c'est lui qui convainc finalement le conseil municipal de la ville, au départ mal avisé par les marchands de la ville, d'abandonner le projet de raser les murs qui ceinturent la vieille ville et aujourd'hui joyau du patrimoine mondial. Ce moment, à notre sens, sera et est déterminant pour le destin de cette cité, car il viendra camper de façon irrévocable l'identité urbaine de Québec dans le créneau patrimonial, pour finalement devenir le symbole de roc et de pierre de toute une civilisation. C'est ce même Dufferin qui confessera alors ça c'est pour le théâtre. C'est ce même Dufferin qui confessera un an auparavant au secrétariat d'État pour les colonies en Angleterre, dans une lettre datant du 21 décembre 1875. Alors, Québec, c'est une traduction, va sans dire, est une des villes les plus merveilleuses et pittoresques du monde, pas seulement à cause de sa situation sur un promontoire, mais aussi à cause de son diadème de murs et de tours. Certains auraient bien voulu aplanir cette cité
et en faire un quadrilatère monotone à la mode des villes américaines. Mais je m'y suis opposé et j'ai frappé du poing. J'ai même utilisé un langage très cru, les qualifiant de barbares et de vandales, en leur faisant remarquer que les générations futures seraient sûrement mieux éduquées qu'eux-mêmes et rougiraient des actes de leurs ancêtres. Le plan de mise en valeur des vestiges historiques militaires aura, à notre avis, l'effet d'un nouvel acte de baptême pour la ville, une sorte de refondation de Québec qui l'amènera inévitablement au statut de joyau du patrimoine mondial en 1985. Le projet du gouverneur Dufferin sera l'une, sinon la première opération de sauvetage et de conservation de l'arrondissement historique au Canada. Sans son intervention, Québec aura sans doute à jamais perdu ses fortifications. Ce qui, du coup, par la préservation de ses reliques militaires, vient en prolongement la consacrer sainte parmi les saintes dans son rôle de gardienne et protectrice du berceau de la civilisation française en Amérique, avec en prime un rapport étonnamment complice avec la scénographie théâtrale historienne. Dès 1875, dans l'article du Morning Chronicle du 22 novembre, on affuble la ville déjà du titre de ville-spectacle du continent, alors que la récente mise en lumière de la cité vient aujourd'hui confirmer ce rapport à la présentation et à la mise en scène urbaine autoréférentielle, presque narcissique, si l'on pense tout spécialement à l'actuel plan d'aménagement de la Commission de la capitale nationale. Cette précision nous amène simplement à faire remarquer en préambule qu'il a été parfaitement logique de faire appel à un homme de théâtre comme Robert Lepage pour venir ajouter aux couches sédimentaires de théâtralité, le palimpseste de la mémoire de Québec, une nouvelle vision scénique à cette ville que seul un grand metteur en scène pouvait lui donner. Question de méthode. L'histoire n'est pas chose badine, elle emprunte un appareillage scientifique savant pour établir de manière rigoureuse le parcours dans l'espace-temps de l'individu, d'un groupe, d'une communauté, d'une ville ou encore d'une nation. Cela dit, chaque histoire tire sa source d'une variété de matériaux pour se laisser narrer et c'est habituellement le croisement de leur diversité qui en confirme la valeur. Ici, nous tenterons de réfléchir à une méthode que nous avons appliquée intuitivement pour élaborer un récit dans le contexte de la création du moulin à images de Robert Lepage. Je le rappelle, projection géante sur la structure de béton de 600 mètres par 30 mètres de haut, des élévateurs à grains Bungie dans le Vieux-Port de Québec, qui a d'abord été présenté durant l'été 2008 à l'occasion du 400e de la Fondation de Québec. Il va sans dire que notre démarche a laissé pleine place à l'imaginaire du créateur en lui proposant simplement une trame narrative crédible et capable de porter l'histoire d'une ville à partir d'un regard contemporain et singulier. C'est à la croisée du ludique et du scientifique que nous avons esquissé un parcours qui s'approche de l'exposition muséale avec les stances de sa cadence. Il faut peut-être aussi dire que je ne suis jamais dans ce projet-là défini comme un historien, j'en suis pas un. Je l'ai dit tout à l'heure, j'œuvre au département d'histoire à titre de muséologue, j'ai une formation d'ethno-historien, et je me suis toujours défini dans ce projet-là comme étant le muséaste de service. Donc quelqu'un qui a une compétence qui est autre, évidemment. J'aurais peut-être à m'expliquer sur le terme muséaste un peu plus tard, mais les choses ont été claires dès le point de départ et ont été maintenues comme ça jusqu'à la fin. Le moulin à images deviendra un véritable musée d'images, alors que le commissaire insuffle une vision où se croisent l'onirique et l'authentique, le véridique et l'illusoire, l'imaginaire et le réel. En somme, tous les ingrédients nécessaires à composer une histoire que le public a su s'approprier, du moins nous l'avions espéré. Nous ne pouvons évidemment pas ignorer comment le champ du visuel, on en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement complexe, est actuellement investi de toutes parts par les chercheurs, et pour parler comme Bernard Stiegler, la pulsion scopique dans notre société est si présente qu'elle la menace en quelque sorte, car elle laisse effectivement peser sur elle une ombre, puisque, comme il le dirait, la dissociation et la destruction du social. Ce qui semble étonnamment se réaliser peu à peu, mais ceci est une toute autre affaire. Il nous apparaît donc primordial de saisir l'occasion pour venir réfléchir sur une approche qui ne semble pas encore avoir réellement fait ses preuves, mais qui toutefois
fait directement écho à ce contexte sociétal, même si on le juge parfois inquiétant. Le problème en est un, d'abord et avant tout, de perception. Et c'est à la croisée forcée des disciplines que nous arriverons à mieux comprendre ce qui se trame sous notre regard souvent éveillé. Cette myopie, en bonne partie due au mauvais calibrage de jugement que nous portons sur la situation. J'en veux pour exemple notre propre champ qui semble parfois souffrir de cécité. Alors c'est Laurent Gerbereau qui dit ceci tout simplement: l'histoire s'est ouverte à l'histoire culturelle, mais a mis longtemps à prendre en considération l'étude propre du visuel, sauf pour les périodes anciennes où la rareté des pièces a conduit à ce type d'interprétation. Or, la conservation exponentielle des images, leur circulation mondiale, leur production industrielle depuis le 19e siècle posent des questions neuves qui ne sont plus périphériques mais centrales dans la compréhension d'un monde médiatisé. Fort de cet avertissement, nous allons tenter d'établir la séquence de production d'un travail d'équipe, dirigé par le créateur et metteur en scène Robert Lepage, qui, au-delà de la vision, se révèle être une méthode que nous souhaiterions rendre explicite par cet exercice en tant que démarche propre à raconter l'histoire d'un lieu à travers son lot et son flot d'images. D'abord, des vœux même du créateur, il fallait d'emblée écarter tout repère se référant explicitement à la chronologie, à l'événementiel ou encore au carcan biographique. Une histoire, somme toute, sans temps, sans événement et sans personnage, mais une histoire tout de même. Est-il utile de rappeler que le travail de Robert Lepage se situe au cœur d'une problématique de récit sans écrit formel, une écriture scénique qui cherche en définitive à se libérer du scripturaire. On pourrait dire se sortir des saintes écritures pour enfin être de son temps. Pourrait-on résumer, en quelque sorte, une formule choc? En une formule choc. De son propre aveu, le créateur reconnaît que si on jette un coup d'œil au-delà des images et du vocabulaire formel qui caractérise les spectacles d'Ex Machina, on découvre rapidement que le désir de raconter des histoires, des fables qui puissent émouvoir et intéresser le public est au cœur de la démarche de la compagnie. Mais quand cette sortie obligée des Écritures entraîne aussi un glissement vers le non-événement, cet écart, loin des référents traditionnels, pose définitivement un problème de récit. Surtout quand on se rappelle, avec Maurice Albois et Fernand Dumont, n'est-ce pas, le temps n'est réel que dans la mesure où il a un contenu, c'est-à-dire où il offre une matière d'événement à la pensée. Fernand Dumont n'est pas en reste en soulignant avec justesse et poésie sur quoi, si le temps est un flux, il est aussi un tissu. On le palpe à partir d'événements qui en sont les lieux. Alors, comment ignorer ces énoncés et se permettre d'envisager qu'un récit peut être encore possible malgré ces judicieuses remarques? Comme si nous devions croire à une histoire qui ne repose plus nécessairement sur une assise de preuves irréfutables, voire d'ancrage narratif solide. Céder à la fabulation n'est pourtant pas historique. Du moins, ce n'est pas de cette manière que l'on forme les historiens, bien au contraire. D'ailleurs, c'est de la même manière qu'on est appelé à croire à Champlain, alors qu'on cherche encore désespérément son tombeau. Peut-être qu'il n'a pas existé, ce fameux Champlain. Il s'agit pourtant du père fondateur de la Nouvelle-France, mais sans la preuve ostéologique, ni trace de ses restes. Une figure sans relique, bien que mythique. C'est donc une sorte d'acte de foi qu'il fallait faire, nous aussi, en tant qu'équipe de production, devant cette sorte de néant, de vide historique qu'il fallait combler autrement. Traiter cette matière d'une nouvelle manière. Raconter l'histoire d'une ville presque à contre-temps, ou du moins d'une façon radicalement neuve. Le défi était de taille, car dans l'esprit du créateur, Québec ne pouvait plus se traduire en langue algonquine, comme vous le savez, Québec veut dire « là où le fleuve se rétrécit », mais il fallait plutôt inverser la proposition et plutôt dire, en algonquin si c'était possible, « là où le fleuve s'élargit ».
Tout de même, après 4 siècles d'habitation, il était temps de changer de point de vue et témoigner enfin de notre présence au monde, et non seulement de notre arrivée au Nouveau Monde. Comme vous le savez, quand on arrive de l'Europe, évidemment, c'est le passage étroit que l'on voit, alors que si on fait l'inverse, c'est l'ouverture vers l'océan. Voilà donc une première opération de changement révolutionnaire d'orientation. En théâtre, on aurait dit un plot point, un point de rupture où l'inventivité devient le seul gage du succès. Proposer donc un iconorama où se croiseront dans un enchaînement frénétique textures visuelles et thématiques dans un ordre indéfini, tout en visant à créer une œuvre plus sculpturale que picturale, à partir d'une masse de béton inerte, mais épousant la forme de rouleaux successifs qui laissent penser un moulin, voire une machine automate à créer des images. À propos de cette structure, les silos à grains, qui est la source première d'inspiration de Robert Lepage, il faut se souvenir que Le Corbusier, dès 1920, avait vu dans cette forme architecturale une parfaite démonstration de sa conception renouvelée de l'architecture, où la forme devait nécessairement témoigner de la fonction du bâtiment. Le reste, selon lui, n'est qu'habillage ou babillage, selon la conception fonctionnaliste de l'architecte. Cette première considération nous amène à une deuxième, publiée dans un autre texte de Corbusier, intitulé cette fois sur les 4 routes, eau, terre, fer, air, qui, par son caractère d'exposé doctrinal, invite justement, et je cite, au dépassement de la contingence de l'événement. Ce qui, du coup, rejoignait une préoccupation initiale de Robert Lepage et venait ainsi imposer l'orientation thématique fondatrice du récit, où la tétralogie allait enfin trouver tout son sens. À 4 siècles alors, 4 chemins donc. Une voie d'eau pour naviguer vers le Nouveau Monde, le XVIIe siècle, une route de terre pour développer la colonie, le XVIIIe, un chemin de fer pour transporter l'avènement de l'industrie, le XIXe, et enfin, un trajet d'air pour transmettre l'information à travers l'ère des communications, le XXe siècle. Évidemment, la chronologie ne doit pas être aussi définie qu'elle en paraît. Il s'agit plutôt de longues périodes en construction, de couches successives de temps qui s'additionnent les unes sur les autres. Cependant, l'ordre métiologique venait tout à coup offrir une première organisation en ciblant les moyens qui permettent l'histoire et non son contraire qui reste trop souvent foncièrement idéologique. À preuve, sans bateau, incapable de traverser l'Atlantique et aller fonder une nouvelle colonie. Sans outils abattoirs, sans cheval, pas de colonisation possible. Sans train, pas d'expansion territoriale aussi vaste. Sans électricité, pas de communication permise, du moins pas à l'échelle où elle est maintenant rendue. Cette induction de base allait orchestrer tout le reste, en agissant comme principe de construction narrative. Le médium devenait alors l'indice de son dépassement et la matière, son matériau de référence. Au-delà de toutes ces prescriptions, nous avions à raconter une histoire, et même si nous devions transcender les règles établies, il fallait tout de même pouvoir créer un récit. Dans une lente progression, le propos se structure d'abord autour d'une dessin qui se résume à exploiter le chiffre 4 et qui allait nécessairement créer une tétralogie. Le découpage temporel des 4 siècles imposait la répartition, thématique, ce qui allait devenir l'histoire à raconter. Ceci dit, rien ne semblait parfaitement défini, sauf l'idée que les chemins d'eau, de terre, de fer et d'air allaient représenter l'essence de chacun des siècles. Cet enchaînement lui paraissait riche et conséquent d'une vision micrologique. On parlait tout à l'heure du petit, c'est vraiment une option que l'on a prise, micrologique donc de l'histoire, essentiellement narrée à partir de moyens à disposition pour construire, siècle après siècle, l'espace-temps de Québec. Cette première mise en ordre par tranches séculaires
aura permis de décliner un certain nombre d'éléments qui, par leur matérialité, expriment leur époque. Cette première opération de ciblage thématique aura favorisé de mettre en vrac des thèmes qui allaient définir singulièrement chaque période. Des mots, des images surtout, constituaient une sorte d'inventaire qui allait servir de réserve, une sorte de puits de ressourcement au développement thématique. À cette étape, l'intention narrative s'exprime autour d'une idée assez générale, sans pouvoir réellement se traduire sous une forme articulée de récit. Il s'agissait plutôt pour l'équipe de dresser le magasin des accessoires narratifs qui allaient composer éventuellement le récit. Ce premier exercice nous a mené donc inexorablement à la grille des pratiques culturelles de Jean Duverger, qui allait nous servir d'outil de nomenclature pour dresser de façon systématique la somme des pratiques culturelles observées et observables sur le territoire de la ville de Québec, toutes périodes confondues. Cette organisation de la matière ne pouvait évidemment pas nous mener directement à un scénario. Cependant, elle s'est avérée d'une grande richesse parce qu'autorisant d'explorer de nombreuses facettes de la vie au quotidien des Québécois. Ce cadre méthodologique a favorisé la récolte de nombreux faits et gestes à consigner de la population de Québec, ce qui nous permettait de développer un regard micrologique sur la réalité culturelle du lieu-dit. Cette étape fut décisive, en ce qu'elle est venue marquer significativement l'aboutissement d'une première élaboration du récit attendu, écrire une histoire qui allait faire l'économie des dates, des personnages et des événements, demandait une capacité réelle de pouvoir se référer constamment au niveau du quotidien des gens et d'y accrocher tant bien que mal, afin de pouvoir tisser une trame qui donnait sens au destin collectif de la communauté concernée malgré tout. Maintenant, comment se référer directement à la communauté en faisant abstraction des schémas, livres, figures de dénouement, connus, et demeurer une question entière et non résolue jusqu'à la fin du projet de scénarisation. Vous avez sous les yeux l'exercice auquel s'est prêté Régis Debré, médiologue évidemment bien connu, qui, à partir donc, de la lecture du livre de Fernand Dumont, La genèse de la société québécoise, a tenté de tirer une lecture en fait médiologique. On s'aperçoit très rapidement, encore là, on est dans les pièges des événements, des personnages, il n'y a pas de date, mais c'est tout comme. Donc, il a fallu évidemment aller au-delà de ça et de tenter donc de produire ce fameux schéma narratif. Alors donc, écrire une histoire qui allait faire l'économie, comme je le disais, des dates, des personnages et des événements, demandait une capacité réelle de pouvoir se référer constamment au niveau du quotidien des gens et de s'y accrocher tant bien que mal. La matrice historienne classique, ce qui vient définir en fait le cadre du déroulement de l'histoire par les historiens, a un puissant pouvoir d'attraction difficilement contournable. Et c'est à cette contingence intellectuelle, piégée par le connu et reconnu ou cédé au lieu commun, à laquelle nous avons été confrontés tout au long du processus d'élaboration. Construire une histoire crédible qui fasse sens, sans toutefois s'inscrire automatiquement dans le convenu et ses cadres trop bien définis. Ce fut un combat de résistance constant afin de pouvoir laisser jaillir d'autres sources, culture populaire, dynamique communautaire de quartier, rumeurs, légendes urbaines, fêtes, peurs, tabous, imaginaires, etc. D'une histoire à réinventer, sinon à réévaluer à l'aune de ces nouveaux ingrédients. Le résultat final témoigne malheureusement de nombreuses concessions faites au récit officiel, on pourrait appeler macrologique ici, pour l'opposer justement au micrologique, qui doit faire au trait, ou sinon cliché, le destin singulier d'une communauté donnée. En bout de parcours scénaristique, il convenait d'avoir un schéma thématique complet et une articulation structurelle du récit qui allait tenir bon, eu égard à la recherche d'innombrables images. D'abord, pour ce qui est de la thématique, il fallait avoir un tableau d'ensemble qui soit cohérent et qu'au-delà du respect de la course chronologique du temps historique, il fallait découvrir une histoire basée sur la matière, la concrétude qui est venue modeler Québec avec la pierre, le bois, le fer et même les villes qui viennent ici et là occuper une place dans l'espace urbain.
C'est à cette hauteur que nous avons voulu rendre un discours probant, basé le plus possible sur la vie quotidienne, afin de révéler la culture des personnes et leur interaction vis-à-vis le déroulement des travaux et des jours. Ce grand tableau devait aussi reposer sur une structure solide qui allait non seulement mettre bout à bout les capsules du vécu de tous les jours, mais aussi de rythmer le destin de cette ville au gré des réussites et des échecs, des jours heureux et malheureux, des avancées et des reculs. C'est à ce point précis du déroulement narratif que le découpage se définissait de plus en plus avec précision, où finalement, 3 événements tragiques nécessaires à toute épopée. Et là, je vais profiter du laser de Michael pour bien indiquer ici 3 temps qui venaient découper cette histoire en 4 temps. 3 temps tragiques, 3 événements tragiques nécessaires donc à toute épopée, venaient sonner le glas d'une époque révolue, comme si l'inconvenu d'un certain temps revenait à la surface d'un autre pour enfin le faire basculer. Une sorte d'enchaînement qui venait diviser la pièce en 4 actes, avec à chaque fois une baissée et une levée de rideau. Nous avons tenté d'examiner sommairement, à partir du cas du moulin à images de Robert Lepage, comment une approche de création artistique peut venir induire un récit qui se veut pourtant historique, sans pour autant être historien. En fournissant un canevas de base qui avait pour but de cadrer le passage de 4 siècles en un lieu donné, à travers un enchaînement de changements technologiques, cette trame aura permis l'élaboration d'un récit, je l'espère, renouvelé sur l'histoire d'une ville qui s'exprime à travers ses transmutations, si on peut dire. L'angle manifestement médiologique imposait un regard matiériste sur le développement urbain du Québec, écartant par là toute vision romantique ou nostalgique, voire même politique au sens idéologique du terme, sur une destination outre-Atlantique, assumant pleinement son destin nord-américain. Cet angle de regard a guidé la sélection d'images qui venaient à leur tour inspirer des sons qui allaient devenir musique sous la gouverne artistique de René Lucier. Ce que l'on remarque et qui semble notoire quand on prend un peu de recul, c'est que le théâtre et le spectacle ont occupé une place prépondérante, non seulement dans la programmation des célébrations du tricentenaire de Québec en 1908, quelques images amusantes, et on voit encore là l'aspect théâtral, les pageants en témoignent parfaitement. Mais encore aujourd'hui, en 1908, Lord Dufferin était, selon l'hypothèse, à l'origine d'une représentation théâtralisée de Québec. On doit se rappeler que l'anniversaire de fondation d'il y a 100 ans s'était déployé en déguisement, en théâtre de rue, en spectacle vivant, selon un mode connu depuis Shakespeare, le pageantry, adopté au Québec sous le titre de pageant historique. Il y a eu de nombreux textes qui ont traité de cette question-là, puisqu'on a vu le phénomène se répéter autant dans les villes que dans les régions. Comme si la réalité ne suffisait pas face au pouvoir d'évocation de la fiction jouée par du vivant. C'est ce filon que nous avons exploité, non pas pour expliquer, mais pour mieux saisir l'enjeu qui se trame aujourd'hui sous nos yeux. Les fêtes de commémoration offrent un temps du souvenir, une manière de se rappeler le passé glorieux, mais à des fins manifestement présentielles, si l'on peut dire. Tout à l'heure, M. Laplantine parlait de présence physique. Autrement dit, ce retour en arrière est orchestré pour permettre un bilan très actuel du chemin parcouru et offrir par là l'élan nécessaire à la poursuite de la route, non seulement à suivre, mais aussi celle à inventer. Car si le passé est de l'ordre du connu parce que vécu, l'avenir est virtuel. Et il a besoin d'esquisses de projection pour se laisser deviner et poindre un horizon d'attente viable. C'est à ce savant dosage de réalité et de fiction que l'histoire ici racontée peut ou non mobiliser le grand public. Le pari de Robert Lepage et de l'équipe Ex Machina a été de faire émerger le génie du lieu, si l'on veut, Genius Loci,
non pas tant à coups de scalpel découpant la réalité en tranches de raison, donc une démarche cognitive, mais au jet de l'émotion, démarche plutôt intuitive, qui inspirera finalement le déroulement d'un récit mixte. Fort est de reconnaître que la réalité finit toujours par nous rattraper, et elle le fera sans doute encore une fois, mais les fêtes d'anniversaire sont tout de même des moments privilégiés pour rêver sa vie à partir de matériaux que son passage nous a laissés. Ceci dit, nous endossons parfaitement les paroles concluantes de l'historien aux images donc, de 1908, de l'historien Ners, à propos de 1908, justement. Alors, je passe outre pour terminer. Vous aurez l'occasion de lire soit en anglais, soit en français. Je suis très peu satisfait de la traduction française, mais enfin, vous jugerez. Fut-il vain de chercher la vérité en matière de passé, et ce malgré les vénérables efforts des historiens? Nous n'en sommes pas si sûrs, mais on ne peut pas pour autant nier que la vérité historique mérite d'être revisitée par l'intuition de l'artiste, du créateur, qui parfois peut la faire gagner en pertinence. Fernand Dumont, encore une fois, nous propose une vision selon notre propre interprétation, où la part des arts, la dimension intuitive, et celle des sciences cognitives, peuvent enfin se conjuguer à l'unisson, malgré les tensions inhérentes à deux rapports au monde diamétralement opposés. C'est dans cette distance entre deux histoires, dans cette tension aiguë entre le sens comme événement et le sens comme avènement, que l'homme témoigne de sa présence au monde comme il ne l'a jamais fait encore. Or, on l'a vu lors des projections du Moulin Image durant l'été 2008 et suivant, le pari de Robert Lepage a été relevé avec succès. À cette étape, nous avons simplement tenté de dévoiler, à partir du méga-récit du Moulin, une méthode alternative, qui veut dire naître autrement, où l'eau du Moulin continuera sa course comme il l'a fait avant et le fera après nous. Il semble bien que rien ne l'arrêtera. Merci de votre attention.